ouvrage sur ce thème et je dois dire que j'ai été grandement inspiré dans ma recherche sur les égrégores que je poursuis depuis une vingtaine d'années grâce aux ouvrages de Sylph, parce qu'elle donne des indications très très précises sur ce thème. Il y a les époques évolutives de l'humanité, il y a la Lémurie avec les 2 premiers tomes, l'Atlantide avec le 3e, et l'époque actuelle avec le dernier qui se passe en Chine antique. L'ego, l'âme, la monade. Il y a la lutte de l'ego sur l'âme, ou celle de la matière sur l'esprit. Un autre thème qui revient aussi assez souvent, c'est la magie blanche et la magie noire, ou la lutte du mal sur le bien. Il y a les initiations de conscience, ce qu'on peut appeler les illusions de l'ego, centralisées surtout dans les 2 premiers tomes par les sectateurs. Le matriarcat, bien évidemment, dans les 2 premiers tomes, et la naissance du patriarcat qui se manifeste plus intensément dans le 3e, dans Marcus Amo. Et il y a les adeptes de la hiérarchie spirituelle, ainsi que son reflet, la hiérarchie noire, représentée par le dieu des enfers et ses acolytes. Donc la hiérarchie spirituelle, dans ses livres, elle est représentée par Maître Thiblo, le Huangta, et par les Éleusies glaciales, dont je reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc ça montre bien que Clécia Sylph avait une connaissance approfondie des processus d'évolution planétaire et même cosmique, et donc elle avait accès par sa faculté de se plonger dans les annales mémorielles de la planète et du champ subtil qui la dombre, ce que l'on nomme les annales akashiques, qui ne sont pas une bibliothèque comme certains l'imaginent, et une simple mémoire collective qui est inscrite dans le champ collectif de l'univers. Donc, Clécia Sylph avait également étudié nombre de mythes et de légendes de la tradition universelle, la Kabbale, l'alchimie, le Tao Te Ching, sûrement des textes théosophiques et autres. Donc, la réincarnation, je vais commencer par ça. Alors, je vais simplifier, puisque malheureusement, ça se fait simplement par voix, il n'y a pas d'image. Alors, la réincarnation, en simplifiant, c'est un principe universel qui concerne tous les règnes de la nature, du plus petit comme le plus vaste, comme l'univers. Donc, les plus petits, c'est le règne minéral, ensuite le règne végétal, le règne animal, le règne humain et tous les autres qui viennent après. Parce qu'il ne faut pas oublier que la réincarnation ne concerne pas que l'homme. Donc, dans les livres de Sylph, bien évidemment, ça ne concerne que les individus. Toute vie dans l'univers passe par le processus de la métempsychose. Donc, la métempsychose, je le rappelle, parce qu'il y a tellement d'erreurs qui ont été écrites là-dessus. La métempsychose, c'est l'intégralité du processus incarnation-désincarnation. On parle toujours de réincarnation, mais on oublie toujours la suite du processus. Si on se réincarne, c'est que l'on s'est aussi désincarné. Donc le processus d'évolution et de réincarnation, il est cyclique, on pourrait dire en spirale ascensionnelle. L'esprit a besoin de la matière pour croître en conscience, pour évoluer. Sans la matière, l'esprit reste l'être mort qui ne peut rien faire. C'est dans le champ, on pourrait dire, c'est dans le champ de la forme, donc de la matière, que les choses peuvent se réaliser. Si ce n'était le cas, la matière, donc l'univers physique, n'aurait pas besoin d'exister. Ça veut dire que l'esprit se suffirait à lui-même. Et nous venons sur Terre pour élever le taux vibratoire de la matière, tant la nôtre, donc notre corps physique, que celle du monde, en l'occurrence la planète. La réincarnation est à la base du processus d'évolution. Et l'évolution, de mon point de vue, est inscrite dans les gènes de l'ensemble du vivant. C'est comme si une force incommensurable poussait l'humanité à créer toujours davantage, à imaginer l'inconcevable et à se le représenter, à rêver à des idéaux plus grands et à les incarner, à créer des types de beauté, à s'ouvrir à l'absolu, à le comprendre, à s'en approcher, à déchiffrer les mystères de l'existence et bien évidemment à manifester le bien, le beau et le juste, comme le dit un aphoriste très connu en ésotérisme. Il y a donc dans le livre cet ange qui s'incarne dans la chaîne humaine pour connaître l'expérience humaine au sein de la matière. Il le fait
tant qu'ange pour faire bénéficier la famille d'âme, donc la famille d'âme que Maître Quiblo va suivre de vie en vie, au sein de laquelle il va s'affilier, et pour aussi apporter cet apport spirituel des plans de conscience supérieurs dans la chaîne humaine. Donc dans le livre, c'est Amo qui devient Marcos Amo, puis la reine au cœur puissant, Ange qui devient Marc-Ange, et ensuite Tsin la pure, c'est Atare qui devient Atora, puis ensuite Taichu, et Ta qui devient Lonuta, puis Pahui Yun, To qui devient Gadato, puis Kyun Tse, Opak qui devient Opakiona, puis Chuopo, Abim, personnage aussi important dans les ouvrages, qui devient Abim Nazar, puis le maître Tohu, et bien sûr maître Kébélé, qui devient Quiblo, puis le Ouanjan. Des 7 membres de la famille d'âme, il est le seul, donc maître Kébélé, à ne pas se réincarner. Il ne fait que changer seulement de nom et d'apparence suivant les époques et les besoins de sa manifestation. Il est là pour inspirer les êtres pour qui il est un guide, pour insuffler l'esprit en eux, mais sans pour autant les diriger. Il ne fait que suggérer, parfois conseiller, mais il ne va pas plus loin, puisque les adeptes de la hiérarchie ne peuvent pas interférer dans le cours de l'existence humaine. C'est à eux de décider de leur choix. Le karma. Donc le karma est une force neutre qui se colore de la nature, de nos actes, de nos désirs, de nos sentiments, qu'est-ce qui est encore de nos intentions, de nos pensées, de nos rêves, de nos aspirations. Il faut dire que plus l'on consacre de temps à son moi personnel, donc à son ego, et plus le karma limite le potentiel créateur et la liberté de naître. Plus cet être en évolution s'efforce de faire croître la lumière du soi en lui, donc c'est-à-dire l'âme, et plus le karma s'écoule comme une source bienfaisante. J'ai écrit du reste un livre là-dessus que j'ai appelé « Karma, source de créativité ». L'être progresse sur son chemin d'évolution en vivant des expériences diverses et variées. Nombre d'entre elles se révèlent souvent difficiles et douloureuses, ce que l'on appelle souvent le karma. Quand on parle de karma, c'est souvent avec la fatalité qui se manifeste. Mais cette fatalité n'est nullement responsable de ce fait. Ce que l'on nomme hasard est en fait l'expression de l'ignorance et de l'aveuglement de l'homme. Donc, dans les livres opaques, dans les 2 premiers tomes, puis Opakiona dans Marcos Amo, puis Chupo dans La Reine au cœur puissant, en est l'exemple du karma positif, du karma de créativité. En Lémurie, puis en Atlantide, Opakiona se laisse emporter par ses passions et par les illusions. Elle est un jouet entre les mains d'Abim Nazar. Dans La Reine au cœur puissant, dans un corps masculin, elle finit par se défaire de l'attraction malfaisante du maître Tohu et se rapproche de l'Ixun qui l'inspire. Ce qui fait que pendant les 2 premiers tomes, elle est dans le karma négatif, et dans les 3 premiers, je veux dire, et dans le 4e, il y a une lumière qui éclot en elle, et cette lumière va faire qu'elle va passer d'un karma, on va dire, négatif à un karma plutôt positif. Un autre thème qui revient très fortement, principalement dans son livre, c'est la famille d'âme, les familles d'âme, mais en l'occurrence une famille dans son livre. Dans sa signification ésotérique ou métaphysique, on peut dire qu'une famille d'âme, ou pour être plus précis, les familles d'âme regroupent des femmes et des hommes qui ont développé un certain niveau de conscience. C'est-à-dire que les membres d'une famille d'âme cherchent à mettre en place de plus justes relations humaines autour d'elles. Pour beaucoup de ces personnes, le bien commun devient un objectif de vie majeur. Les participants d'une famille d'âme se trouvent en phase de développement spirituel. Ces êtres-là poursuivent des objectifs qui s'inscrivent dans la ligne du bien commun. Si ce n'était pas le cas, ils n'appartiendraient pas à une famille d'âme.
Ces objectifs peuvent évoluer, ils peuvent se transformer suivant les nécessités qui se présentent dans l'espace au sein duquel les familles d'âme, auxquelles les personnes se trouvent affiliées, se meuvent et agissent. Donc, ces êtres, donc les membres d'une famille d'âme, sont le rouage fondamental de l'organisme humanité en devenir. Leur responsabilité vis-à-vis de leurs semblables est déterminante dans le monde. Et il y en a de plus en plus, des familles d'âme, au sein de multitudes de domaines. Alors c'est vrai qu'actuellement, le domaine artistique, le domaine de l'éducation, le domaine médical est plus fourni en familles d'âme que les domaines de l'économie, de la finance. Mais ça viendra un jour. Et donc, dans les livres, à la famille d'âme initiale s'ajoute dans Marco Samo les empereurs proches de Marco Samo et ensuite la grande ancienne que l'on avait déjà dans les 2 premiers livres. Alors, je peux dire que je fais la distinction, moi, entre une famille d'âme et une famille d'égos que j'ai appelée famille karmique. Donc, les êtres sont réunis, que ce soit, les êtres sont réunis par des phénomènes vécus d'attachement et de non-liberté dans les familles karmiques. On pourrait dire qu'une famille karmique ou une famille de l'ego est représentée dans les livres par les sectateurs, et celle de la famille d'âme avec l'entourage de Ta, dans le règne de Ta. Dans le livre, c'est la caste. Dans le même livre, c'est la caste des nobles et la famille royale avec Obim et Opak, qui sont également membres et dirigeants de la famille karmique, donc d'une famille d'égaux. Un autre thème important, c'est les égrégores. Pour définir un égrégore, je peux dire qu'un égrégore peut être perçu comme la résonance vibratoire qui serait émise par la psyché d'un groupe de personnes qui vibrent sur une note déterminée. Les actes, les émotions, les pensées et les idéaux de chaque entité constituant un groupe fusionnent pour édifier un tout cohérent, une forme dont les composants sont de nature énergétique et vibratoire. La tradition ésotérique donne à cette forme psychique le nom de forme pensée. Un égrégore, c'est la contrepartie psychique du groupe duquel il émane. Pour citer un autre aphorisme ésotérique, on peut dire que tel un groupe est, tel est son égrégore. Le groupe se meut sur la sphère physique, sur le plan physique, et son égrégore, lui, sur la sphère subtile, sur le plan, on pourrait dire, sur le plan éthérique. Le groupe et son égrégore sont en symbiose et interagissent sans cesse entre eux. Le groupe est souverain sur la sphère physique et l'égrégore l'est, lui, sur la sphère subtile. Dans le livre, To et Ta forment déjà un égrégore à part entière. Li Chong, qui est devenu un être entier, unifié, en elle, il n'y a plus de yin ou de yang. Oui, je suis passé au yin-yang, j'ai peut-être un petit peu vite. Donc, To et Ta, c'est le yin et le yang. Shupo, qui sort de l'influence de maître Tougui, va peut-être passer du yang au yin. Li Chong, qui est devenu un être entier, s'est unifié. En elle, il n'y a plus de yin ou de yang, mais yin-yang. Elle est devenue l'être androgyne qui se dégage de l'attraction de la matière. Premier pas avant de devenir un adepte de la hiérarchie spirituelle. Alors, il est possible que dans les tomes suivants, elle soit devenue un guide cosmique et qu'elle se tienne aux côtés de Maître Kébélé pour le seconder, ou même qu'elle le remplace pour qu'il poursuive son œuvre sur des plans de conscience plus élevés et qu'il devienne lui-même ce qu'elle a appelé un élocide glacial. Que je compare à ce que l'on appelle les seigneurs des karmas, c'est-à-dire à des êtres de conscience qui s'occupent de la destinée du monde. Mais là, je fais une prospective, je n'en sais rien, je n'en ai pas la moindre idée, mais voyant comment les choses se passent dans les processus évolutifs des êtres qu'elle décrit, donc la famille d'âme, je pense que ce serait une possibilité. Les époques évolutives de l'humanité, puisqu'elle a défini 3 époques, donc la Lémurie avec Kobortigan et le règne de Ta. Alors, les
tradition primordiale qu'elle connaissait très bien relate que la race légurienne se serait éteinte suite à des abus sexuels commis avec une race animale, donc les Ananous dans le Cobord-Tigan et dans le règne de Ta. Et je pense qu'il est fort probable que les maladies vénériennes, telles que, entre autres, le sida, sont des résidus de cette ancienne époque, si tout cela s'est passé réellement. Dans ces cas-là, on pourrait dire que le sol de la Terre en serait encore contaminé. L'Atlantide avec Marco Samo. La tradition rapporte que vers le milieu de la race atlante, un égrégore aurait vu le jour. On l'aurait appelé le sentier de la main gauche ou la loge noire. À partir de ce moment-là, et jusqu'à la fin de la civilisation atlante, aurait eu lieu une multitude de guerres entre la voie de la main droite et celle de la main gauche. La main droite, c'est la magie blanche, et la main gauche, c'est évidemment la magie noire. Ça aurait été pour éviter que la totalité de la race soit pervertie, que les instances hiérarchiques spirituelles planétaires auraient décidé de détruire le continent Atlante par des raz-de-marée successifs. La tradition rapporte qu'il y en a eu plusieurs, pas un seul, qui se serait manifesté il y a à peu près 12 ou 14 000 ans, comme le rapportait Platon. Les Atlantes les plus avancés spirituellement, donc vers la fin du dernier raz-de-marée, auraient été emmenés dans des camps très lointaines pour être le ferment de la race actuelle, la 5e race dans l'ordre d'apparition. Donc la tradition dit qu'il y a 7 races humaines qui évoluent depuis la nuit des temps sur la Terre dans ce cycle d'évolution et qu'elle se terminera dans la 7e qui ne sera pas une race physique. Les êtres, en l'occurrence, seraient des êtres de lumière. En l'occurrence, la Chine antique, dans la reine au cœur puissant, donc la 5e race actuelle, même si ce n'est pas forcément décrit, ce que l'on appelle la race indo-européenne ou aryenne. Un autre thème revient en permanence, c'est l'involution et l'évolution, ou le mal et le bien, ou le sentier de la main gauche et de la main droite, comme je viens d'en parler. Donc la main gauche, le clim, la force tellurique canalisée par Abîme en Cobord-Tigan. La main droite, Abîme, qui contacte son âme, son ami, qui initie Amo, qui finit par initier une activité artistique qui n'existait absolument pas en ces temps et qui déracine le pouvoir occulte d'Abîme. Voilà un acte de sacrifice. Les jeunes Batagous, qui chantent des mélopées inspirantes que leur a appris Ange. Voilà aussi, ça c'est une activité de magie blanche. La lutte qui oppose les membres de la confrérie de la lumière à ceux qui se trouvent du côté obscur à la fin de Marco Samo. Marco Samo, son fils, Atora, et la grande ancienne, qui enseigne les voies de la lumière dans les pyramides construites avec les forces de l'élément éther. L'élément éther, c'est celui qui intègre les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Donc voilà encore une activité de magie blanche. Amo face à Abîme, Marco Samo face à Abîme Nazar, aux Calaniens et aux 4 vieux sachants. Donc voilà ce qu'on peut décrire comme la lutte entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Li Chong, la reine au cœur puissant, qui fait face à Maître Tohu Bohu, le maître de la musique destructrice. Voilà encore, bon, j'avais des choses à dire sur Marco Samo, sur les débarqués, sur les traditions arias que l'on a vues en Inde. Avec la venue des débarqués en Atlantide, donc à la fin de Marco Samo, Christia Sylph a utilisé à sa manière, et je pense pour les besoins de sa narration, le mythe de l'égrégore humain qui avait échoué dans les temps reculés sur une planète autre que la Terre et qui, par l'action de la hiérarchie planétaire, les êtres de cristal dans le règne de Ta et dans Marco Samo étaient réintégrés dans l'humanité atlante. Ce groupe est devenu le fleuron de la race, car plus avancé conscientiellement que les Atlantes de chute terrienne. Ce que l'on peut voir dans Marco Samo, dans le règne de Ta, avec les évolutions glaciales qui préparent un groupe
deux personnes, donc un égrégore très avancé par rapport au reste de la race lémurienne. Donc les traditions rapportent que dans un cycle plus ancien, donc sur une autre planète, il y a des milliards d'années très sûrement, une partie de l'humanité de cette époque-là aurait échoué dans le processus d'évolution et aurait été mis en attente quelque part sur les plans de conscience spirituelle, en attente d'une nouvelle planète. Et ces êtres-là auraient été, donc d'après les traditions, réintégrés au milieu de la race atlante au moment où l'humanité atlante de ces moments-là, de cette époque-là, aurait développé leur corps émotionnel, leur corps de désir. Et ces êtres qui auraient été réintroduits dans l'humanité atlante de cette époque-là seraient aujourd'hui l'humanité la plus avancée, et même peut-être que certains adeptes de la hiérarchie spirituelle faisaient partie de ces êtres qui auraient échoué dans des temps anciens. Donc je pense qu'elle a repris cette idée à la fin du règne de Tam, et bon, ça encore c'est une spéculation que je fais, je n'en suis pas totalement sûr. Le thème des initiations, un processus initiatique qui revient en permanence, initiation surtout pour Amo, Marcos Amo et la reine au cœur puissant. Un processus initiatique concerne un être à partir d'un stade d'évolution de conscience, du réveil de l'âme au moment où cette âme commence à résonner en lui, ce que l'on appelle la petite voix intérieure. C'est la voix de l'âme qui retentit pour la première fois. Ce qui arrive à Amo dans Kobor Tigan quand il rencontre son ami. On pourrait dire qu'Amo, c'est la personnalité égo, et que son ami, c'est l'être, son âme qui attend de s'intégrer en lui. Alors, dans le processus d'évolution, au temps de la Lémurie, le processus évolutif était le développement de l'instinct. À l'époque de l'Atlantide, le développement spirituel, c'était celui du champ émotionnel. Dans l'époque actuelle, qui a commencé il y a bien longtemps et qui va s'éterniser encore pendant quelques milliers d'années, c'est le champ mental. Et dans la future race, la 6e, ce sera ce qu'on peut appeler le champ spirituel. Ce qui fait qu'un être, quand la voix de l'âme se fait entendre, il va quitter à jamais la voie profane pour entrer dans le chemin, ce qu'on peut appeler d'une évolution spirituelle. Et ce chemin sera parcouru tout au long de nombreuses vies. Et il mènera à la libération finale de la forme de la roue des renaissances, comme le disent les Tibétains dans le bouddhisme. À ce moment-là, l'être quittera à jamais le règne humain pour entrer dans le règne suivant de la nature, le règne spirituel, en devenant un être de lumière, un ara, un adepte de la hiérarchie spirituelle. Ce que peut-être la reine au cœur puissant pouvait s'apprêter à faire, peut-être pas forcément dans le suivant, mais au moins dans les prochains, parce qu'elle en avait quand même prévu 9 en tout. Alors, une chose qui me paraît aussi intéressante, donc j'ai parlé de l'instinct pour la Lémurie, du champ émotionnel pour l'Atlantide, du champ mental pour la race actuelle, et de l'intuition supérieure dans la race suivante. Donc, pour aujourd'hui, pour l'humanité de la race actuelle, donc, que l'on appelle la race aryenne ou caucasienne, aryenne qui n'a absolument rien à voir avec ce que les nazis en ont fait. Ça vient d'un terme indo-européen, des Aryas, qui, de mon point de vue, il y a au moins 8000 ans, étaient les descendants des débarqués de l'Atlantide dans des contrées de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie. Donc, comment dire, oui. Donc, l'ego, Amo passe de l'ego à l'âme dans Marcos Amo. Et quand il rencontre Izami dans Marcos Amo le Sage, je pense que là, il va contacter un bourgeon qui était en lui, qui est en chacun de nous depuis la nuit des temps, et qui attend son moment pour éclore, que les traditions ésotériques occidentales appellent la monade, ou en spiritualité, on appelle ça l'esprit. Et donc, je pense que quand Izami s'incarne totalement dans l'esprit de Marcos Amo
Marco Samo, c'est l'âme réalisée, Izami, c'est la monade, et bien à ce moment-là, l'âme de Marco Samo se met au service de la monade qui est en lui. Et la monade, c'est le bourgeon suivant qui va s'éveiller au sein de l'humanité quand elle sera prête à intégrer des plans de conscience plus élevés. Ce qui montre bien pour moi que Marco Samo, la Renaissance, se préparait à peut-être devenir l'équivalent de Maître Kébélé. Donc encore une fois, c'est une spéculation, mais je pense que là, je ne me trompe pas de beaucoup. Parce qu'avant son initiation, Marco Samo le Sage, il n'est pas encore une âme unifiée. Il est à la fois un ego et une âme. En devenant un Maha, son ego et son âme sont réunis. Donc, il devient une âme à part entière. À cette époque-là, à ce moment-là, les traces de sa personnalité, de son ego, sont effacées. Et donc, Izami, la dame étoile, qui représente sa monade, elle se tient sur une fréquence bien plus élevée. Donc, à ce niveau de réalisation, l'âme devient le véhicule de manifestation et d'expression de la monade, qui est l'essence spirituelle suivante. Quand Izami s'unit au Maha, il est réunifié sur une fréquence bien plus élevée que précédemment. Il devient réellement un être à dimension spirituelle en se rapprochant de la sphère plus élevée que celle du plan terrestre. Donc il s'agit de la fréquence éthérique cosmique, celle sur laquelle se situe la hiérarchie spirituelle planétaire à laquelle appartient Maître Kiblo et bien évidemment les Éleusides glaciales. Ils sont encore pour moi sur un plan hiérarchique encore plus élevé que Maître Kiblo. Le matriarcat et le patriarcat. Donc là, je pense que je ne vois pas s'il y a encore d'autres points importants, mais là, on touche un peu encore un domaine important. Le matriarcat donc, est l'un des thèmes centraux de Cobor-Tigouan et en grande partie du règne de Ta. Dans le matriarcat, et donc dans les ouvrages de Sylphe, les femmes détiennent le pouvoir et les hommes sont relégués à des tâches subalternes. Ils sont là pour le plaisir des femmes qui les dominent, même dans l'acte sexuel. Le patriarcat débute vraiment dans Marco Samo le Sage, mais pas au niveau d'intensité du matriarcat. Je ne pense pas que Sylphe ait voulu écrire un pamphlet contre le matriarcat. Peut-être a-t-elle voulu montrer que le patriarcat, qui sévit depuis des lustres, est une suite logique de la dualité et de la séparativité femme-homme. Il est même possible que dans les cycles suivants de ses livres, elle ait insisté sur une réconciliation entre les deux pôles de la manifestation, ce que l'on peut appeler le principe de la double origine. Encore une fois, une spéculation et malheureusement, nous n'aurons jamais la réponse. Les adeptes de la hiérarchie spirituelle, donc Maître Kébélé l'intemporel, qui devient Kiblo, ou ensuite le Huangzhang le mage, les Éleusides glaciales, que j'associe peut-être à raison ou à tort, je ne sais pas, au seigneur du karma, donc qui dirige la destinée, pas qu'humaine, la destinée de tous les plans de conscience, de tous les règnes de la nature sur la planète dans ce cycle d'évolution. Une impulsion spirituelle a été donnée par les êtres de cristal dans le règne de Ta. On pourrait dire que l'imprégnation conscientielle effectuée par des êtres de lumière de la hiérarchie spirituelle, ainsi que par anges, et que tous œuvrent sous la direction de ceux que Christian Sylphe nomme les Éleusides glaciales. On pourrait dire que donc, les seigneurs du karma se trouvent, eux, sur une fréquence vibratoire de champs subtils supérieurs de nature cosmique. Donc, voilà, j'ai fait le tour des 14 thèmes. Je ne pense pas en avoir oublié. Non, je reprends la liste que j'avais notée là. Non, je finissais bien par les adeptes de la hiérarchie, le patriarcat. Non, mais voilà, j'ai fait un peu le tour, mais j'ai simplifié parce que j'avais prévu d'évoquer beaucoup plus de choses sur ces 14 domaines. Mais bon, là, comme malheureusement, vous êtes dans une zone presque blanche, avec les moyens du bord, là. Oui. Et puis malheureusement, je ne vous vois pas, vous ne me voyez pas. Oui,
C'est Nous sûr. aussi, on regrette. Hein. C'est dommage parce que c'est une beauté. Ouais. Oui, en plus, Non, je plaisante. tu as pu voir la salle, c'est vrai Je t'entends très mal, là. je ferai des photos, je t'enverrai des photos parce que c'est vrai que la salle est très belle en soi et bien aménagée. Oui, je t'entends beaucoup mieux. Elle met en lumière, il y a des tableaux de Sylph, il y a beaucoup d'archives. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Parce que je n'étais pas là. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Oui, non, depuis ce matin, je veux dire. Ce matin, on a passé la vidéo et l'interview radio oui, que tu d'accord. as vu. Ils sont très courtes, malheureusement. Eh oui, on aurait envie d'en savoir plus. Oui. Je trouve que les journalistes qui l'interviewaient n'étaient pas du tout curieux. Hein. Oui, c'est elle qui fait tout le travail, mais bon. Oui. Mais bon, c'est toujours ça et ça fait très plaisir. Beaucoup de gens l'ont vu pour la première fois. Je pense qu'il y a des gens émus, parce qu'il y a certains qui sont dans la salle ou qui étaient là hier ou ce matin, ont connu Sylph jeune ou enfant même. Voilà, c'est pas assez spécial. Ce qui n'est pas mon cas, je n'ai connu que Carla. Oui, donc... et je le regrette bien. Oui. C'est dommage. J'ai connu, dans les années 80, pas mal de ses amis, des amis proches, qui avaient même essayé de travailler sur elle quand elle était atteinte de la maladie, et des kabbalistes. Ah oui, il la connaissait très bien, des amis intimes. D'accord. Ah oui. Peut-être le couple Soufflard, non, t'as pas connu? Non. D'autres personnes, mais j'ai oublié un peu leur nom, hein, ça remonte aux années 80. Là, oui. C'est ancien. Ah oui, ouais. Oui, parce que Carlam, c'est fin des années 80, c'est ça? Oui, moi je l'ai connu, c'était en 84, 85, 86, jusqu'en 88 à peu près. Ah oui, d'accord. Bon, bah écoute. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. On doit le remercier. Oui. C'est déjà formidable, on a pu, je pense, écouter avec intérêt ces analyses qui sont des bonnes accroches, je pense, pour beaucoup. On les a simplifiés, malheureusement. Oui, bien sûr, oui. Bah, c'est peut-être, qui sait, peut-être c'est un coup d'essai. Hein, il faut dire qu'il y a une belle équipe ici à Saint-Montan, peut-être qu'ils arriveront à surmonter toutes ces difficultés techniques. Donc je pense que je ne connais plus l'ancienne équipe, la première. Hein. Ouais. Elles ne sont plus là. Je ne sais pas. Ah, maintenant, il y a eu un renouvellement, oui. Oui, donc je ne connais pas la nouvelle équipe. Non, lui connaît Marie et Jean-Mi qui effectivement ne sont pas là. Mais on parle aussi de l'association de Saint-Montan, des amis de Saint-Montan, qui fait un travail vraiment formidable, qui fait avancer à grands pas la culture dans les environs. Bon. Donc, oui, à noter que, si j'ai bien compris, donc le maire actuel avait connu Sylph enfant. Oui. Ah bon? Oui. Ah ouais. Oui, elle n'est pas oubliée, au contraire. Ça revient. On a aussi reçu les exemplaires en anglais. L'éditeur anglais nous a fait parvenir. Il y a l'éditeur qui a édité en anglais? Oui. Ah ben ça, c'était une bonne idée. C'est en Angleterre ou aux États-Unis? C'est un Français. États-Unis. Alors c'est aux États-Unis, oui. C'est aux États-Unis. C'est un Français qui fait connaître ce qu'il estime être... Mais c'est celui qui m'avait contacté il y a de nombreuses années, ou c'est quelqu'un d'autre? C'est quelqu'un d'autre. Et il a une maison d'édition, ce monsieur? Oui, il a une maison d'édition qui s'appelle le Black Coat Press. Et il est en train de les éditer en anglais, alors? Oui, alors Cobortigante et le Règne d'État sont sortis. Ah, c'est formidable. Ouais, j'enverrai toutes les infos. Il faudrait que ça arrive entre les yeux du metteur en scène du Seigneur des Anneaux, là. Ah oui. Oui. Absolument, ça. Ce serait génial. Ouais. C'est ce qu'on se dit tous, hein. Ouais. Maintenant, c'est possible. Il va les éditer en PDF aussi, en numérique d'ici peu. Ah ouais. Là, peut-être que c'est plus facile à trouver. Et voilà une très très bonne nouvelle. Ouais.
D'autant plus que dans les pays anglo-saxons, ils sont beaucoup plus friands que les Français de ce type de littérature. Ouais. Bien que ce soit les livres de Christian Sylph sont hors style, hein. On ne peut pas les classer dans un domaine. J'en sais quelque chose parce que quand j'ai édité Marco Samo, j'ai jamais réussi à faire intégrer ce livre les rayons de Heroic Fantasy, quoi. Ouais, ils n'en voulaient pas, ils trouvaient que c'était trop littéraire. Ouais, c'est inclassable, peut-être aujourd'hui ça. Non. Et c'est ce qu'on se dit tous là entre nous, c'est que chaque fois qu'on prête les livres, on tombe jamais, les gens les rendent et ne sont pas intéressés, à part nous, quoi. Ça, faut pas généraliser. Si on n'a pas, Si on n'a pas une réponse ésotérique, on ne comprend rien. Hein. Oui. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Bon, ben on va passer. Peut-être, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que oui? Vas-y. Est-ce que tu m'entends, Alain? Très, très, très mal, très lointain. Rapprochez-vous. Oui, Alain. Oui, j'ai énormément apprécié ta conférence. Je ne peux parler qu'en mon nom. Je suis absolument en phase avec tout ce que tu as dit. Je pense que c'est d'ailleurs le cas de la plupart. Oui, bien sûr. Sinon même de tout le monde ici. Je voulais juste faire une remarque parce qu'évidemment, tu as été très complet, mais tu n'as pas tout évoqué. C'est le caractère à la fois prophétique et d'avertissement, en particulier de Marco Samo le Sage. Absolument. C'est-à-dire que nous vivons actuellement un moment où il y a le fameux retour cyclique des choses, et nous sommes ce que je perçois en analyse de la situation, c'est qu'on est dans des phases de pré-effondrement atlantéen à un autre niveau, puisque là c'est la planète entière qui est concernée, l'humanité entière. Et on avait quand même Abim Nazar et les 4 vieux sachants qui poussaient à toute une science perverse. N'oublions pas que les glomes puis les ombes devaient remplacer les humains et les émanciper en toute chose. On voit le déferlement de la perversion sexuelle, le déferlement de la technologie. On fait croire aux gens qu'ils sont libres, et plus on leur fait croire qu'ils sont libres, on les rend de plus en plus esclaves. Et alors le transhumanisme, il me paraît évident aussi que énormément de savants fous qui ont bidouillé la génétique au temps atlantéen sont réincarnés, sont à nouveau des généticiens et font à nouveau des délires. C'est-à-dire que ce que j'ai pu aborder sur des cas précis, des cas particuliers, c'est qu'il y en a qui n'ont rien compris et qui recommencent les mêmes conneries, et d'autres qui au contraire ont très bien compris et font partie de ceux qui s'opposent au délire transhumaniste. Donc ce que je voulais dire, tu sais, au début de Marco Samo, il y a d'été fabula narratur, c'est de toi que la fable va parler, et c'est aussi de l'homme d'aujourd'hui du XXIe siècle. Alors il y a l'aspect initiatique d'ailleurs qui fait partie du truc en sous-jacent, mais il y a aussi l'aspect civilisationnel, c'est-à-dire qu'on est à nouveau à un carrefour de direction, la civilisation humaine dans son ensemble, comme l'était l'Atlantide au temps de Marco Samo. Et je pense que c'est aussi un avertissement de Sylph qui, quand même 50 ans avant, a annoncé beaucoup de folie et de délire contemporains. Et d'ailleurs, avoir bien compris la leçon du livre Marco Samo le Sage, ça aide à ne pas tomber dans les panneaux, parce que le diable, entre autres, il est extrêmement séduisant, dans les panneaux séduisants de la modernité, parce qu'on voit sous-jacente derrière le côté occulte, obscur de toutes ces tentations modernistes et de tout ce délire. Voilà, donc si tu veux, c'est cet aspect-là, que Marco Samo annonce le temps présent, et que Sylph, qui a quand même sorti ce bouquin en 1973, avait 50 ans d'avance, quoi. Voilà, ce côté prophétique et d'avertissement pour nous. Voilà. Oui, mais il y a quand même un phénomène qu'il n'y avait pas dans Marco Samo, qui est omniprésent aujourd'hui, c'est que chaque jour davantage, il y a de plus en plus de personnes qui entrent dans ce que j'appelle moi les familles d'âme, qui prennent conscience de tous ces problèmes. Et aujourd'hui, il y a des millions d'êtres à travers le monde, et il y en aura de plus en plus, tout en tenant compte que nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Et comme on le dit en astrologie, pour qu'une ère s'installe, donc une ère de 2200 ans, il faut un décan, donc 700 ans. Et que pendant les 700 premières années, eh bien, c'est malheureusement souvent le contraire des valeurs qui doivent s'incarner au sein de l'humanité qui sont exprimées. Donc je ne m'inquiète pas beaucoup, parce que quand je vois le nombre de personnes qu'il y a, ces millions d'êtres aujourd'hui qui
qui sont dans une dimension spirituelle à des degrés divers les uns des autres, mais en tout cas qui changent de paradigme. Rien que les gens manger bio, le mouvement écologique, ceux qui luttent contre la trilatérale et ainsi de suite, des millions de personnes. Donc, je ne m'inquiète pas, je pense que dans quelques siècles, une grande partie de l'humanité sera du côté de la lumière. Oui, je suis d'accord avec ton analyse. Et d'ailleurs, c'est parce que l'évolution n'est pas en cercle, on n'est pas revenu à l'Atlantide, on est revenu à l'Atlantide, mais un étage au-dessus. Donc, tu viens de décrire exactement l'étage au-dessus qui n'était pas le cas à l'époque atlantéenne. Oui.